Donc je crois qu'au Bénin, il y a des pôles d'excellence, hein, j'en vois, il y a des endroits ultra modernes au Bénin, mais qui sont un peu coupés du reste de la population. C'est ça un peu le danger, c'est que le développement ne concerne que des élites qui sont elles-mêmes coupées de leur propre pays. Et là, justement, comme je travaille en milieu rural, parfois je dis aux autorités béninoises, faites attention, rappelez-vous d'où vous venez. Alors, moi j'ai rencontré justement de hautes personnalités béninoises, elles viennent de ma commune, de Dangbo, là. Et j'aurais dit, vous savez de quel trou vous êtes sorti, en fait. Il n'y avait rien à Dangbo. Et puis vous êtes devenu quelqu'un, mais n'oubliez pas d'où vous venez, en fait. D'un milieu très, très, très rural, quoi. Et j'essaye. Alors, sur le site de la mairie, j'ai mis en valeur, justement, un monsieur qui m'a paru formidable. C'est un monsieur qui est devenu psychologue, un métier très rare au Bénin. Et il m'a dit qu'au départ, il a écouté les contes et légendes de Dangbo racontés par son papa. Et puis, de fil en aiguille, il s'est intéressé à la philosophie, à la psychologie. Aujourd'hui, il est devenu un psychologue en ville, un clinicien, donc il vit en milieu urbain. Et il n'a pas perdu ses racines de Dangbo. Il se souvient de son enfance. Il sait d'où il vient. Son témoignage sur le site de la mairie, c'est quelque chose qui est fort. Je pense que du point de vue de la philosophie du développement, quand on voit cet entretien, on se dit, voilà un document intéressant. Comment un petit bonhomme de Dangbo est devenu ce grand bonhomme? En fait, il parle dans les médias, il a une belle tenue, un nœud papillon, il est magnifique. Et j'avais plaisir à le connaître. On a mis beaucoup de temps à faire l'entretien pour le site, et c'était une joie pour moi, en fait, de parler avec lui, quoi. Ouais. Waouh. Parce que je travaille aussi pour un magazine béninois qui s'appelle Éducation, qui est lié à une ONG, et je suis un peu j'aide les rédacteurs à corriger leurs articles, parce que ce sont de bons journalistes, mais ils font pas mal de coquilles. Bon, c'est parce qu'ils se relisent pas, en fait, hein. Et moi, je suis très exigeant. Je leur dis, écoutez, si vous vous adressez à des enseignants et qu'il y a des fautes d'orthographe, ça ira mal pour vous. Ne massacrez pas la langue française. Donc, ils acceptent. Non, mais ils acceptent mon rôle, hein. Et puis, j'ai moi-même amené des gens à s'exprimer dans cette revue. Et puis, à un moment donné, on faisait une chronique radio ensemble. Donc, je participais à ça. Ça aussi, c'est une expérience intéressante pour moi, quoi. Oui. Donc, de ce point de vue-là, j'essaye de me signaler un petit peu dans la société béninoise, mais sans prétention. C'est-à-dire, je m'introduis dans des milieux intellectuels, religieux, mais je dis aux gens, si vous n'avez pas besoin de moi, vous me le dites. Mais si vous en avez besoin, je suis là. Voilà. C'est un peu mon... Alors, j'ai eu de la joie récemment parce que lors d'un sommet que faisait notre fédération là, en Corée, j'ai rencontré l'ancien président Boni Yayi. Voilà, ancien président du Bénin. Alors, je lui ai parlé de nos activités à Dangbo, du site de la mairie. Il était content. Voilà. Il a applaudi. En plus, je pense que sa présence a été remarquée parce que c'est un président qui a été élu démocratiquement, qui a fait ses 10 ans de mandat sans histoire, avec une transition qui s'est bien passée. Il a été président de l'Union africaine. C'est un monsieur qui est vraiment respecté sur le continent africain. Moi, j'étais très fier de lui serrer la main, quoi. Ouais. Il a écrit une chanson récemment qui est très populaire à Cotonou. Oui, parce qu'il est devenu pasteur aussi, alors. Mais ça, c'est très bien. C'est un monsieur qui, justement, il fait la part des choses. Il a été, chef d'État. Mais dans sa chanson, il est simplement un fidèle parmi les fidèles il loue son créateur. Ah non, mais ça, c'est beau pour moi. Justement, en Occident, avant, nous avions cette humilité. Il y avait des chefs d'État qui se sentaient tout petits devant Dieu. Pour eux, c'était la hiérarchie était claire. Bon, on est chef d'État, mais ça veut rien dire, ça. Devant Dieu, on n'est rien du tout. Malheureusement, cette humilité a disparu en Occident. Cette faculté de se prosterner devant Dieu, quoi. Je pense que nos chefs d'État anciens avaient ce sentiment. Même Charles de Gaulle, par exemple,
qui est le président le plus connu en France au XXe siècle, bon, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Alors, si on parlait de Dieu, lui, là, il devenait très sérieux, quoi. C'était vraiment... il était à genoux devant son créateur. Il avait beau être le grand de Gaulle, devant le créateur, il n'est pas grand-chose. Et ça, c'est un sentiment, je pense, qui est important, justement, en Afrique, c'est que, pas partout, bien sûr, hein, mais les gens savent qu'il y a une puissance au-dessus de nous, quoi. Oui, c'est important, hein. Je pense que le continent africain nous rappelle des choses importantes. Justement, d'où la nécessité de maintenir toujours cette connexion entre Europe et Afrique. Oui, oui. On ne pourra pas changer l'histoire, mais on peut quand même contribuer à créer un avenir meilleur. Oui, et alors actuellement, moi je vois dans la ville où j'habite en France, le nombre d'Africains que nous côtoyons chaque jour. Ça s'appelle les Ulysses, c'est près de Paris. Donc dans ma ville, la moitié des personnes sont d'origine africaine. Voilà. Et ces personnes, bon, par exemple, le prêtre de la paroisse catholique, il est africain. Et c'est parce que plus personne ne veut devenir prêtre en France, pratiquement. Je vois souvent une religieuse catholique, elle est congolaise, elle rend visite aux malades, c'est des tâches que beaucoup de Français ne font plus. Si vous allez dans les maisons de retraite, qui pousse les vieillards? Qui s'occupe de maintenir nos locaux propres, de les nettoyer, de les balayer? Qui s'occupe de conduire nos bus, nos taxis souvent? Ce sont des gens d'Afrique. Et ce sont des personnes souvent très dignes, qui ont une vie difficile en France et qui économisent pour envoyer de l'argent chez eux. Eh bien, moi, quand je vois ça, ça me touche. Souvent, je vois que je prends le bus très tôt le matin et je vois des gens qui vont au travail. Ils ont l'air silencieux, ils ont l'air un peu graves. Ils sont très, très loin de leur patrie d'origine. Ils vivent en France un peu en exil, on va dire. Et comme je vais parfois en Afrique, ça me touche. Je me mets à leur place. Je me dis, c'est triste dans un sens. Enfin, dans un sens, ils ont de la chance, mais dans un autre côté, ils ne sont pas chez eux, quoi. Et ça, c'est déchirant pour beaucoup de personnes, en fait. J'ai vu souvent, en allant chez des amis africains, ils ont une très grande nostalgie de l'Afrique, quoi. Oui. Et ça me touche, je les comprends. Ouais. Je les comprends bien. Cet appel de la ville natale, de la terre natale. C'est ça. Oui, ben c'est ça. Oui. Moi, par exemple, si je vais dans mes terres natales, ça me touche parce que je viens de ce milieu-là, quoi. Je peux comprendre ça, oui. Et donc, Dongbo, c'est devenu une des villes du monde auxquelles je suis le plus attaché. Bon, c'est un mariage de raison au départ, hein, mais ça devient un peu le mariage du cœur quand même, quoi. À force de vivre ensemble. C'est ça, justement. Ouais. Je voudrais qu'on puisse aborder avec vous le rêve que vous avez, comment vous envisagez, comment vous visualisez dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans. Mais avant d'y venir, nous avons beaucoup parlé des différences culturelles, des chocs culturels qu'il y a. Est-ce que en tant que Français, vous voir au Bénin, voilà, on imagine que ce n'est pas votre ville natale, mais vous avez expliqué les raisons qui vous ont poussé à vous investir dans ce que vous faites, et ce qui est tout à fait louable parce que tout le monde ne se lève pas un bon matin pour faire ce que vous faites. Et vous avez plus ou moins expliqué justement vos motivations. Mais justement, vous avez longtemps parlé du royaume de Dieu, ce qui est votre motivation, ce qui vous pousse à faire ce que vous faites. Quelles sont justement les caractéristiques du royaume de Dieu et comment, à partir de ça, vous voyez cela se substantialiser à Dongbo? Les caractéristiques, en quoi est-ce qu'on dira qu'effectivement, c'est le royaume de Dieu? C'est, comme l'avait dit, Dongo Céleste, de façon concrète. Oui, c'est ça. Ben, quand je vois la fraternité qui existe parfois, ça me donne une idée du royaume de Dieu. Récemment, on a organisé plusieurs séminaires dans le centre communautaire dont je parlais, et on demande aux gens de rester là pendant 7 jours et 7 nuits.
et pour étudier des choses importantes de la vie spirituelle, de la vie familiale. Et moi, je paye tous les frais, etc. Mais je dis aux gens, si vous venez, vous restez, vous retournez pas chez vous. Vous vivez vraiment une expérience communautaire. Au départ, les gens sont un peu intimidés. Mais au bout de quelques jours, ils n'ont pas envie de quitter cet endroit. Ils disent, mais c'est tellement bien ici. On se sert les uns les autres. Toute la journée, on étudie ensemble. On voudrait que ce soit tous les jours comme ça. Je dis, mais c'est tous les jours comme ça. Alors ça, c'est des petites expériences qui concernent 6 à 7 personnes. C'est pas beaucoup, mais à chaque fois, j'ai la liste des participants et quand je lis leur nom, j'ai des larmes aux yeux. Je me dis, ils ont tellement de chance d'être là. J'aimerais vraiment être avec eux. On me fait écouter lorsqu'ils chantent ensemble et j'en ai la chair de poule. Je me dis, mais Dieu doit se réjouir de ça. Bon, chaque fois qu'on fait un séminaire comme ça, c'est beaucoup de travail. Les gens qui s'en occupent, ils dorment pratiquement pas. Par exemple, le responsable de mon centre communautaire, c'est un monsieur qui peut donner de très bonnes conférences. Mais récemment, au lieu de donner des conférences, il a décidé de faire la cuisine pour tout le monde. Parce que sa femme était enceinte jusqu'au cou. Et il a dit, non, elle va pas faire ça. D'ailleurs, c'est pas humain de faire ça. Moi, je suis un bonhomme et je peux très bien le faire. Il a fait toutes les courses. Il a fait tous les repas. Les gens étaient bouleversés. Au départ, ils ont trouvé ça pas possible. Ils disent, toi, un bonhomme, tu fais ça. C'est la honte. Le lendemain, ils ont dit, ta femme a vraiment de la chance. Ce que tu fais, on devrait le faire aussi. Tu nous montres l'exemple. C'est pas spontané. Et au départ, ça choque. Et puis après, les gens se disent, mais pourquoi on vit pas comme ça? Qu'est-ce qui nous empêche de... Finalement, ça n'a rien à voir avec la culture. Parce que je vois que ce monsieur et cette dame, c'est un des couples qui s'aiment le plus. Ils sont tellement heureux d'être ensemble. Et moi, je dis souvent à Dangbo, vous voyez, l'amour conjugal, c'est le début de tout, quoi. L'amour entre mari et femme. J'ai remarqué que à Dangbo, beaucoup d'hommes préfèrent des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux et, comment dire, pas du tout éduquées. Comme ça, ils peuvent les dominer. Je dis, mais c'est une erreur. En fait, mari et femme, on doit être sur le même plan, on doit tout partager. Enfin, sinon, c'est triste la vie conjugale, c'est pas intéressant, quoi. Et certains, finalement, ils me disent, après avoir compris, on a envie de devenir comme ça. Au début, on nie tout, on nie, on bloque. Et puis après, on se dit, mais pourquoi c'est évident qu'on veut vivre comme ça. J'ai eu une expérience marrante une fois. C'était à la limite de ce que je dois faire. J'étais allé dans ce village lacustre. Les hommes étaient assis sur des bancs, les femmes sur d'autres bancs. C'est n'importe quoi, ça. Mettez-vous avec vos épouses. Bon, ils étaient timides. Après, ils s'assoient l'un à côté de l'autre. J'ai dit, mais faites-vous des petits bisous maintenant. Alors là... Et finalement, il y a une dame, alors ça c'est bouleversant, c'est une dame totalement illettrée, une dame vraiment, mais je dois dire, cette dame était très belle, quelque chose comme une princesse, avec quelque chose de très noble. Elle a pris la bouche de son mari, elle l'a embrassé devant tout le monde, et comme ça faisait rire, elle a recommencé plusieurs fois. Déjà, qu'une femme embrasse son mari devant tout le monde, c'est rare. Et le mari, il était content. Il a dit encore. Et du coup, les gens là, très simples, au lieu de me trouver bizarre d'avoir demandé ça, ils avaient les larmes aux yeux. Ils m'ont dit, mais pour l'instant, on ne peut pas le faire. Mais vous nous donnez envie, peut-être pas de faire ça exactement, mais on sent qu'on doit changer, quoi. Je dis, ben, si vous pouvez, ça serait bien, oui. Mais en fait, c'est cette dame qui a montré, elle était tellement contente de faire ça. C'était touchant pour moi. Et je repense souvent à cette dame. Ça m'a vraiment touché de voir ça, quoi. Oui. C'est une scène inoubliable pour moi. Ça a duré quelques secondes, mais c'était vraiment très fort, quoi. Et là, je suis à la limite du choc culturel. Certains m'ont dit, t'aurais jamais dû faire ça. Tu as fait une erreur. Je dis, non, je pense pas. Peut-être une toute petite erreur, mais pas grosse.
Mais justement, c'est quoi le standard qui vous guide pour savoir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable? Quelle est votre ligne directrice? Ah Quel est oui, votre étalon? oui, ben c'est vrai que dans des situations comme ça, je demande quand même à mon entourage. Alors là, après, j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez globalement? La plupart des volontaires m'ont dit, vous avez eu raison. Nous, on ne ferait pas ça, mais en fait, vous avez raison de le faire. Et en fait, faut pas que ça devienne un procédé non plus. On va pas faire ça tout le temps, quoi. Mais sur le coup, c'était bien. Malgré tout, j'en ai parlé à Dieu. Je dis, mais c'est bien de faire ça ou pas? J'ai pas eu de réponse particulière. Parce que je pense qu'il n'y en a pas. Chacun doit aussi, en son âme et conscience, décider, quoi. Oui. J'ai une autre expérience très forte avec des Béninois. C'est un monsieur qui est devenu docteur, un savant béninois. Il vient d'un milieu très très pauvre du nord du Bénin. Il vient d'une famille où le papa avait 9 femmes, famille musulmane avec 9 femmes. Et il m'a dit que quand il était petit, toute la moitié de son corps a été brûlée. Et à ce moment-là, sa maman a vu un signe particulier. Elle lui a dit, toi, tu quitteras ce milieu. Et tu ne resteras pas là où tu es né. Tu deviendras autre chose. Donc ce monsieur, il a très bien réussi. C'est un musulman. Il a épousé une femme musulmane. Lui, il est devenu docteur en médecine. Enfin, non, c'est la médecine du sport. Voilà. Et il a épousé une femme musulmane qui était une simple institutrice. Et il l'a aidée à gravir tous les échelons. Elle est devenue une dame importante de l'administration scolaire au Bénin. Et ce monsieur m'a partagé sa conviction très forte sur la monogamie. Je l'ai laissé parler. Il m'a dit, je critique pas, mais moi en tout cas, je suis sorti de ce milieu-là. Tous mes enfants sont monogames, strictement, et chez moi, tous les enfants sont docteurs. Ils ont tous fait un doctorat, quoi. Et ça m'a touché parce que il aurait pas réussi à faire ça tout seul. Il a fait ça avec son épouse, mais je dirais que ce monsieur a entraîné son épouse à devenir une dame importante. Il s'est investi pour sa femme. J'étais bouleversé parce qu'elle revenait du pèlerinage à la Mecque. Alors, elle était rayonnante, elle m'a dit vraiment, c'était extraordinaire. Alors, je dis au monsieur, mais vous n'êtes pas allé à la Mecque. Il me regarde très triste, il me dit, je suis pas encore assez proche de Dieu pour y aller. Je dis, mais vous avez bientôt 70 ans. Il me dit, et alors? Je manque de tout. J'ai peur de me présenter devant mon créateur à la Mecque. Ma femme, ça va, mais moi. Oh, mais quand j'ai vu ça, je n'en croyais pas mes oreilles. Je me dis, mais quelle humilité il a, ce bonhomme, quoi. Ça, c'est des expériences. J'ai vu des Béninois incroyables, quoi. Des personnes qui m'ont étonné, en fait. J'ai vu aussi un directeur d'école à Zogbo-Domé. Il avait fait des très bonnes études, mais finalement, il a préféré être directeur on appelle ça CEG au Bénin, les écoles, quoi. Bon. Il était surchargé de travail. À un moment donné, son épouse est tombée très malade. Eh bien, en plus de son métier de proviseur de l'école, le soir, il devait faire à manger pour les enfants, toute la lessive, tout nettoyer pendant 2 années. Beaucoup de gens leur disent, mais t'es malade, tu dois répudier ta femme, tu as le droit de le faire. Il a dit, vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Pourquoi m'on demande des choses aussi humiliantes alors que j'aime ma femme? Elle est malade, c'est pas de sa faute. Oui. Et cette dame, elle m'a dit, j'ai un mari formidable. Elle me dit vraiment, c'est rare au Bénin des maris comme ça. Enfin, elle dit, je sais pas, j'ai de la chance, quoi. Donc, quand je rencontre ces personnes-là, j'ai plaisir à en parler. Parce que je sais que c'est un peu des exceptions dans la culture béninoise. Il n'y a pas tellement de gens comme ça, quoi. Mais moi, quand je les vois, je me dis, mais ils enseignent exactement ce que j'ai envie de parler, quoi. Tout mon message, il est là. Ouais. Alors parfois, justement, je raconte ces histoires aux autres. Ouais. Comme ça, ils me croient davantage. Comme c'est le cas pour les téléspectateurs, ceux qui visionnent dans ma Ah, oui. tribu, ils ont aussi l'occasion d'écouter toutes ces belles histoires
c'est Ouais, vécu. ouais, c'est ça, hein. Ces histoires qui donnent la chair de poule et qui font rêver, mais qui donnent quand même espoir. C'est pas Oui. un rêve creux. Oui. Et donc, dans tous les pays où je vais, j'essaye de trouver les pépites humaines, les gens qui ont vraiment, qui se distinguent un petit peu des autres, quoi, qui sortent un peu de l'ordinaire, en fait, hein. Oui. C'est ce que j'appelle le rêve africain, parce que je pense que en Afrique, il y a quand même des individualités extraordinaires, pas forcément connues, hein, mais justement, parce que c'est vrai que en Occident, on a une vision un peu pessimiste de l'Afrique, ce qu'on appelle l'afro-pessimisme. Je dis, mais il n'y a pas de raison, enfin, c'est le continent du futur, il faut voir au contraire tout ce qui se fait de bien, quoi. Alors certains me disent, mais qu'est-ce qui se fait de bien en Afrique alors? Je dis, mais plein de choses. C'est fou le nombre de gens formidables qui existent en Afrique. Quand vous écoutez leurs histoires, ça vous bouleverse. Vous oubliez complètement la barrière africain-occidentale. Ça n'a pas de sens de parler de ça. Vous voyez le cœur des gens, quoi. Oui, oui. C'est important, hein. Je pense que ça peut être une passerelle de ce point de vue-là, parce que quand je vois ça, je ne m'intéresse pas du tout à la culture, la couleur de peau, je m'en fiche complètement, quoi. Je vois le cœur de la personne, en fait. Oui. Vous avez beaucoup parlé de famille, de relations maritales, Ah, mari-femme. On va justement parler de votre famille à vous. Vous parlez de ce message, de l'importance de créer l'harmonie familiale, voilà, à travers les enseignements que vous donnez au travers de la Fédération des familles et plus précisément dans votre tribu à oui, Dongo. oui, Alors, parlez-nous un peu de votre famille à vous, parce que il y a quand oui. même un mélange culturel assez, Mmh. Alors moi, assez élevé. oui, alors mon épouse était japonaise. Voilà, je vais montrer sa photo. Voilà. Et même ici, on va la montrer avec son kimono. Je ne sais pas si on voit à l'écran. Voilà. Et Shigeko quand elle avait 20 ans. Voilà. Alors, j'ai vécu avec elle. Je l'ai connue pendant 30 ans et ensuite elle est décédée d'un cancer. Voilà. Et donc, une de mes forces, alors que beaucoup de Béninois ont du mal à comprendre, c'est que je vis avec elle même après la mort. Par exemple, je lui écris tous les jours. Ça, c'est aujourd'hui, par exemple, voilà, si j'ouvre, hein, marqué là, lundi 22 mai, hein, Wow, elle est décédée en 2011, il y a 12 ans. 12 Voilà. ans. Donc, depuis 12 ans, tous les jours, je lui écris. Et puis, je pense tout le temps à elle. Je partage mes journées avec elle. Alors, ça fait partie j'associe toujours Shigeko à tout ce que je fais au Bénin. Je partage, c'est son nom, hein, Shigeko. Donc, je partage tout ce que je fais avec elle. Elle fait partie prenante de cette mission. Elle-même, elle n'est jamais allée en Afrique. Et quand je vais au Bénin, je parle souvent de ma femme. Et je dis, il n'y a pas seulement Laurent Ladouce, il y a Shigeko, maman Shigeko. Voilà. Alors parfois, je chante même des chansons japonaises. Et les personnes ressentent sa présence. Dès que je me mets à chanter en japonais, ils sentent qu'elle est vraiment là, quoi. Et alors, certains m'ont dit, mais pourquoi vous n'épousez pas une autre dame? Peut-être vous pourriez épouser une africaine. Je dis, pour moi, c'est impossible. Je n'ai connu qu'une seule femme dans ma vie, c'est une seule, c'est éternel. Je ne peux pas vivre avec une autre. Elle fait partie de moi, quoi. Alors, pour des hommes africains, c'est très difficile de comprendre ça. Vraiment, ils se disent, bah, chez nous, c'est pas comme ça, quoi. Quand la femme meurt, ben, on en prend une autre. Je dis, bah oui, mais chacun réagit différemment, quoi, si vous voulez. En tout cas, j'essaye de trouver l'équilibre entre la vie de famille. J'ai maintenant des petits-enfants, je suis grand-père, et puis cette mission au Bénin, quoi. Voilà, faire la part des choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment la mission au Bénin, c'est une continuation de l'amour conjugal, parce que un jour, je vais me présenter à nouveau devant ma femme, et je veux qu'elle n'ait pas honte de moi. Je veux pas qu'elle se dise, ce type-là, après ma mort, il a mené une vie égoïste. Il vient me voir, mais c'est pas une joie pour moi. Au contraire, je veux qu'elle m'attende. Et je me dis, j'aimerais vraiment me présenter devant elle
comme un monsieur bien, quoi. Et puis en même temps, je lui dis, mais toi aussi, tu dois grandir là où tu es. Je sais pas où tu es, mais faut que tu m'aides. Faut pas que tu te reposes. Non, j'ai dit, il faut que tu sois avec moi. Moi aussi, je vais être fier de toi. Et ça, j'y crois profondément, en fait. Donc, c'est comme si on se coachait l'un l'autre. C'est comme ça que je vois les choses. Et alors, j'ai eu des preuves très, très fortes de sa présence avec moi au Bénin. Parfois même des trucs troublants. Le plus troublant comme expérience que j'ai eue, j'étais arrivé au Bénin en 2019, j'arrivais de France, j'étais un peu paniqué, et je suis allé à Zogbo-Domé en taxi, je passais la journée là-bas, et puis on revient, et bêtement, j'ai oublié mon ordinateur dans le taxi, le même sur lequel je vous parle. Voilà. Et vers 22h30, je m'aperçois que j'ai perdu mon ordinateur. J'étais dans une angoisse. Je me disais, c'est pas possible. Toute ma mission ici va s'écrouler. Qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, je n'ai aucune chance, mais alors aucune, de retrouver cet ordinateur. C'est foutu, quoi. Même, il y a 1 million d'habitants ici, il n'y a même pas une chance sur 1 million. Voilà, c'est clair. Et puis, moi, tous les jours, je prie à minuit pile. Voilà, c'est comme ça, c'est ma tradition. Je me dis, ce soir, je ne pense pas que je vais arriver à prier. Je suis tellement paralysé par l'angoisse, j'appréhende minuit. Alors, je vais vers mon ami béninois. Je dis, Serge, j'ai perdu mon ordinateur. Je dis, mais ça, c'est grave, ça. Je dis, ah oui. Et là, il me regarde, il me dit, tu as de la chance. Je dis, mais tu te fiches de moi ou quoi? Il me dit, non, j'ai pris le téléphone du taxi. Je lui dis, quoi? Tu as fait ça? Il me dit, oui. Je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il me dit, je sais pas. J'ai pris son téléphone. Je dis, mais Serge, ça sert à rien. Le bonhomme, il va prétendre qu'il n'a pas l'ordinateur. Il s'en fiche. Alors Serge, il me dit, tu ne crois pas qu'il y a des gens honnêtes au Bénin? Je dis, j'en sais rien, moi, peut-être. Et téléphone, si tu veux. Alors évidemment, personne ne répond au téléphone. Je dis à Serge, tu vois, il s'en fout. Serge dit, attends, il n'est pas minuit. À minuit moins 5, le téléphone sonne. Le taximan, il dit, t'inquiète pas, demain à 6h du matin, tu retrouves ton ordinateur. À minuit moins 5. J'en avais le frisson. Je me dis, attends, je vis quoi là? C'est un conte de fées ou quoi? J'étais complètement bouleversé. J'étais liquéfié, je suis allé devant Dieu, je tremblais. Je me dis, c'est pas possible. C'est quoi? C'est de la sorcellerie ou quoi? C'est un truc de fou ou quoi? J'ai prié, j'ai mis au moins 1 heure avant de retrouver ma sérénité. Je me suis dit, mais quelle leçon pour moi! À 6h15, le monsieur, il arrive avec son taxi rempli à ras-bord et je vois mon ordinateur sur le tableau de bord. Le monsieur, il ne demandait rien. Mais moi, j'avais préparé une enveloppe. Je lui ai donné 45 000 francs CFA, c'est-à-dire, c'est comme 1 semaine de salaire pour lui, en fait. Hein, c'est beaucoup. Et je lui dis, je ne peux pas vous donner plus, mais enfin, vraiment, c'est du fond du cœur. Et vous voyez, depuis 4 ans, j'ai toujours cet ordinateur. Et là, je pense que maman Shigeko, elle y est pour quelque chose. Ah non, mais ça, elle fait que des trucs comme ça, ma femme. C'est pas la première fois qu'elle me fait des trucs pareils. Alors, ce n'est pas de la magie, c'est parce que ma femme est désespérée de m'aider. Je pense qu'elle a de la compassion pour moi. Elle sait que c'est pas facile à mon âge de vivre sans son épouse. Et je pense que ma femme, elle est désespérée de m'aider. Elle fait tout pour me rendre la vie plus heureuse, quoi. C'est discret de sa part, mais parfois c'est très spectaculaire. Ouais. Une fois, par exemple, c'était 1 an après sa mort, je me baladais en France, j'allais voir une dame pour lui parler. Tous les vendredis, j'allais chez elle, pas tellement loin de chez moi. Et puis, ce matin-là, il faisait froid, je me baladais dans la rue, et puis je me dis à moi-même, t'as pas l'air très heureux aujourd'hui, tu dois faire une drôle de tête. Si les passants te voient, ils doivent se dire, il n'est pas heureux, ce type-là. Et soudain, j'entends une voix, vraiment la voix de ma femme qui me dit « Souviens-toi que tu es heureux ». Oh, je me suis dit, mais quelle phrase incroyable. Ça résonne encore dans ma tête. C'était vraiment elle qui me parlait. « Souviens-toi que tu es heureux ». Quoi. C'est vraiment fou. Hein. Mais
je cherche un peu ça parce que je lui écris tous les jours. C'est-à-dire que je pourrais très bien aussi me dire bon bah elle est partie, elle est plus là, je suis tout seul. Mais pour moi c'est pas vrai du tout. Elle est pas partie quoi, elle est vraiment là. Et je maintiens la relation coûte que coûte. C'est comme un exercice perpétuel quoi. Ouais, c'est ça ma vie en fait. Hein. Ouais. Mais ça vous permet aussi de comprendre un peu pourquoi les Béninois sont tant attachés aux ancêtres, non? Ah oui oui, ben de ce point de vue-là oui, oui, ça c'est un point. Sur ce plan-là, on se rejoint quoi. Mais ce que je leur dis, c'est que moi je vis totalement dans le futur. C'est-à-dire que ma femme et moi, on est projetés dans l'avenir. On n'est pas là en train de regarder le passé tout le temps. On a vraiment un but, on veut avancer, quoi. Ouais. Ma femme, en fait, était elle m'a toujours soutenu dans mes activités publiques. Elle allait pas forcément faire les mêmes trucs aventureux que moi. Aller en Afrique, non, elle aurait jamais fait ça. Hein. Mais en fait, si je vais quelque part, ça lui plaît, en fait. Parce que elle, c'est plutôt une femme d'intérieur. Mais elle se dit, mais les hommes, ils doivent partir, il faut qu'ils aillent. Enfin, c'est des aventuriers, quoi. Et donc, elle disait, un homme, il a besoin de stimulation comme ça. Certaines femmes aussi, hein, derrière. Mais donc, ma femme, elle disait, mais oui, vas-y, pars. Va-t'en. Et après, quand je revenais de mes voyages, elle aimait beaucoup écouter mes histoires, quoi. Elle était captivée, j'y parlais des Chinois, j'y parlais des Laotiens, j'y parlais de tout ça. Et ma femme m'a dit, oh, c'est intéressant, quand tu racontes, toi, on s'ennuie pas, quoi. Ouais, c'est vraiment beau et ça fait chaud au cœur. Et justement, de tout ce que vous avez fait jusqu'ici, tout, aller au Bénin, aller en Afrique, investir, travailler dans le développement local, dans votre tribu à Dongo et tout ça, et avec l'inspiration que vous avez de votre très chère et tendre épouse depuis l'autre côté, depuis sa place auprès du bon Dieu, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier depuis que vous avez commencé cette activité à Dongo? Alors, oui, paradoxalement, je suis fier d'aucune activité. Je ne peux pas dire que, par exemple, non, je suis simplement, je veux donner de la joie à Dieu. Voilà. Et je n'ai rien de spécial à lui offrir. Si je commence à lui dire, tu sais, j'ai fait ci ou fait ça, c'est vraiment me mentir. En fait, j'ai rien fait du tout, quoi. Oui. Mais je lui dis, tu sais, il y a un endroit dans le monde où tu es honoré. Cet endroit s'appelle Dongo. Il y a des gens qui t'aiment là. Ça, je peux te dire qu'il y a vraiment de la ferveur. Et j'y crois sincèrement. Je me dis, pour l'instant, j'ai rien montré à Dongo. Rien du tout. Mais spirituellement, si. Je crois qu'il y a des cœurs qui se tournent vers le bon Dieu là-bas et qui ont envie de servir Dieu de tout leur cœur. Jusqu'à un jour, ça va venir, quoi. Ça, j'en suis absolument convaincu. Ouais. Tous les jours, j'en parle à Dieu. Je lui dis, tu sais, j'ai pas l'air comme ça, mais parfois, je suis un peu attristé par Dongo. Je vois des choses pas jolies, quoi. Oh, mais je dis, t'inquiète pas, ça, c'est juste des humeurs, ça. À l'intérieur, je suis plein d'espoir, quoi. C'est vraiment important pour moi. Parce que, enfin, il faut être réaliste. Tout n'est pas facile, hein. J'ai connu des échecs monumentaux. Parfois, je me fais tout petit dans ma chambre. Je me dis, mais tout ce que tu fais à Dongo, ça sert à rien, en fait. Tu te racontes des histoires. Dans un sens, c'est pas faux. On peut dire ça. Si on regarde d'un point de vue purement de rentabilité, c'est difficile de voir des fruits pour l'instant. Il y a beaucoup d'échecs. Et puis après, j'ai dit, oui, mais attendez. Ça, c'est pas du tout le point de vue de Dieu. C'est un point de vue humain, ça. Non, du point de vue de Dieu, il n'y a pas de problème. Là, c'est entre de bonnes mains, cette affaire-là. Ça va fonctionner un jour, quoi. C'est vraiment important. Hein. Donc, la seule chose dont je puisse être un tout petit peu fier, c'est que, pour l'instant, si je demande à Dieu, tu as encore besoin de moi? Il me dit, bon, continue. Tant qu'il ne m'aura pas dit d'aller ailleurs, ça va. Mais si jamais Dieu devait me dire, ben, je suis désolé, mais
tu dois partir de Dangbo, tu es en disgrâce, tu m'as déplu. Là, je serais vraiment malheureux, quoi. Je dis, ah bon, tu n'as plus besoin de moi, alors. Et là, vraiment, je serais très, très, très malheureux, quoi. Je me dirais, ça, j'ai fait une faute dans ce cas-là, quoi. Donc, je dis à Dieu, tant que tu me prêtes vie, moi, je pense à Dangbo, quoi. Voilà, c'est un peu ça, oui. Je n'ai aucune certitude que ça va marcher, mais je fais comme cela. Je dis à Dieu, écoute, j'espère qu'on est sur la bonne voie, mais je n'ai pas la preuve. Oui, je la cherche pas d'ailleurs, je vais pas demander à Dieu de prouver à mes adversaires que j'ai raison, mais je dis, je pense qu'il y a plus de raisons d'espérer que de se lamenter. Cela dit, je suis très réaliste, quand je vois mes rapports d'activité, souvent je dis à Dieu, j'ai pas beaucoup à offrir, c'est très peu, mais je te l'offre de bon cœur, accepte si tu veux bien, quoi. C'est comme ça que je continue, en fait, hein. Ouais. Heureusement, parce que sinon, on est un peu dans l'illusion, je crois. C'est ce que je sens, hein. Oui, oui. Sinon, on commence à dire, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais. C'est pas vrai, ça. Nous, on fait rien, quoi. Ouais. C'est notre parent céleste, hein, qui fait tout. Chaque point du monde en est le centre. Nous sommes tous dans une tribu quelque part dans le monde. Et même un endroit qui nous semble totalement étranger, c'est comme les cellules de notre corps. Au départ, Dangbo, c'est l'opposé de ma vie. C'est pas du tout un endroit agréable pour moi. Et il y a des jours où, au contraire, je sens que c'est peut-être, sur la Terre, l'endroit qui me correspond le plus. Et je crois que chacun doit trouver sur Terre sa tribu, parmi ses proches, mais aussi parmi des étrangers. Le monde, parfois, nous fait peur. C'est un monde très, très dangereux. Il y a des guerres partout. C'est un monde qui fait peur. Eh bien, moi, je voudrais dire qu'il ne faut pas avoir peur. Ce monde cruel, apparemment, c'est aussi notre famille.